Oui, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de voir l'innovation qui a été apportée à nos services financiers par toutes les startups que nous avons vues aujourd'hui, qui sont françaises. Un des seuls atouts qui reste à Londres est son temps humide. Avec la pluie qui tombe aujourd'hui, clairement, même cet avantage est en train de disparaître. Donc on est en bonne voie. Donc, la table ronde que nous allons animer maintenant a comme objectif de voir comment les grandes entreprises et les investisseurs peuvent aider les fintechs et les startups à se développer et à développer leur croissance. Donc, alors je ne vais pas respecter votre ordre parce qu'on s'était organisé pour avoir un ordre qui avait une certaine progression. Je suis revenu exprès pour voir si j'allais être suivi. Eh ben non, dès qu'on tourne le dos, crac. Voilà. Ah là là, les animateurs, c'est ce qu'il y a de pire. On va commencer par une fintech, comme ça va nous mettre en appétit. Et donc, ce que je vous propose, c'est Jérôme Trenel, qui est président général directeur de SlimPay, qui est une fintech qui s'occupe du paiement à partir des comptes en banque. Bonjour à tous, très content d'être là. Merci de l'invitation à Finance Innovation. Je viens ici en tant qu'effectivement représentant des fintechs et d'une fintech française, peut-être un petit peu pour témoigner. Alors nous disposons d'un phénomène assez spécial, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'argent, vous le savez, mais beaucoup de fonds d'investissement sont très intéressés par les fintechs. Donc c'est, me semble, un caractère très positif pour l'ensemble des projets aujourd'hui, de ne pas hésiter à aller chercher de l'argent, il faut en profiter. C'est quand l'argent est disponible et peut-être quand on n'en a pas trop besoin qu'il faut aller le chercher, parce qu'on a de meilleurs arguments. Et en ce moment, il y en a, les investisseurs cherchent tous ce genre de projet, et peut-être parce que certains diront il y a une mode, peut-être une bulle, mais aussi, surtout, je pense que c'est à l'ampleur de la révolution qui est en train de se passer. Beaucoup de choses, beaucoup de lignes sont en train de bouger, on a entendu toute la journée, et que ça soit dans tous les métiers de la banque, on sent bien que des nouveaux acteurs sont en train de se positionner, que des barrières sont en train de disparaître, que la régulation est obligée de changer. Et c'est plein d'opportunités aujourd'hui pour des jeunes sociétés d'aller chercher du financement. Et elles n'ont jamais reçu un écho aussi favorable. Et donc, moi, j'invite tous les start-upers à y aller. En France, bien sûr, mais aussi à l'étranger. Il ne faut pas oublier que si on veut être performant, il faut bien entendu être en France, mais il faut être au moins aussi en Europe. Et on peut trouver des financements un peu ailleurs, comme nous-mêmes, nous l'avons trouvé en Hollande avec un financement de 15 millions d'euros que l'on a fait au mois de juillet dernier. Alors, on y bénéficie d'un secteur très intéressant en France parce qu'il y a aussi pléthore de grands groupes, banques, assurances, très forts. Et si j'ai une envie aujourd'hui et un souhait, c'est que cette collaboration entre les grands groupes, les banques, assurances et les startups soit encore plus forte, parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de cette collaboration. Les grands groupes installés ont besoin de l'innovation et de l'agilité des jeunes entreprises, et les jeunes entreprises que je représente ont besoin aussi des grands groupes. Il ne faut pas nous opposer, ça serait une erreur. On a tellement de choses à faire ensemble, et si on veut que la France persiste et continue dans cet effort, il y a urgence à ce que les grands groupes et les startups travaillent encore plus ensemble. Il y a malheureusement dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est plus à la mode. Aujourd'hui encore, il y a encore des réflexes en disant bah oui, mais vous êtes un peu petit, mais attention, je vais être un gros client pour vous, je vais dépendre, votre chiffre d'affaires va dépendre plus de 20%. Enfin, toutes des phrases que moi j'ai entendues dans mon parcours, jusqu'à même certains grands groupes me dire Jérôme, on ne peut pas travailler avec toi, tu es trop petit. Bon, j'ai préféré fermer les oreilles. Et c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Donc j'invite les grands groupes, j'invite les startups à casser cette espèce de mur qui nous sépare. Il faut qu'on l'abatte immédiatement et qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup. Et juste pour rajouter à ce que vous dites, en fait, en 2008, 800 millions de dollars avaient été investis dans les startups. En 2013, 4 milliards. En 2014, 12 milliards. Et cette année, on va aller vers 20 milliards. Donc il y a énormément d'argent qui est en train d'être investi dans les fintechs. Merci beaucoup, Jérôme. Lior Derry, vous êtes responsable, vous êtes Managing Director à New Alpha Asset Management.
et vous offrez un accès aux investisseurs à des entreprises innovantes. Absolument. Merci. Donc effectivement, je suis donc Lior Derry, je m'occupe des activités de private equity chez New Alpha Asset Management. Donc, et aujourd'hui, je vais effectivement vous présenter notre approche de l'investissement dans les fintech, puisque c'est le thème du jour évidemment. Et vous allez voir qu'on essaie de mixer effectivement une approche où on va chercher des investisseurs institutionnels en mixant une approche donc d'incubation avec celle du venture capital, pour donner un peu une dimension pratique à ces choses-là. Alors, tout d'abord, quelques mots sur New Alpha pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une société de gestion qui a été bâtie il y a une dizaine d'années, dont la mission en fait, est de financer et d'accompagner des entrepreneurs dans l'industrie financière pour le compte d'investisseurs institutionnels. Concrètement, notre objectif est de valoriser nos investissements en allant identifier des entreprises et des projets prometteurs et en travaillant des synergies croisées entre les membres de l'écosystème que nous avons constitué. Alors cet écosystème, je tiens à vous signaler quelques mots là-dessus parce que ça me paraît important. La particularité de New Alpha, c'est que son écosystème est constitué au niveau de son actionnariat de sociétés de gestion qui sont elles-mêmes détenues par des banques et des compagnies d'assurance. Et notre mandat est justement d'animer et de détecter des talents dans leurs différentes lignes métiers, que sont la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, et développer des synergies, des collaborations entre les métiers corps et les activités des startups et des projets entrepreneuriaux que nous accompagnons. Pour rester sur l'actionnariat, je tiens également à dire une chose, c'est que les collaborateurs de New Alpha détiennent une partie importante du capital, ce qui fait que lorsque nous travaillons des projets, on garde ce discours d'entrepreneur à entrepreneur, et je pense que c'est important également de le signaler. Deuxième axe de notre écosystème, ce sont nos investisseurs, comme je l'indiquais. Donc on compte parmi nos investisseurs les plus gros investisseurs institutionnels, corporate et autres de la place de Paris, au travers notamment d'un autre projet que nous avons en commun avec le pôle Finance Innovation Aéroplace, qui est la SICAV Émergence, qui nous permet effectivement d'aller chercher dans l'asset management les projets prometteurs et leur donner une voie d'accélération, voire de développement. Et on continue dans cette voie-là sur la thématique FinTech avec Europlace et le pôle Finance Innovation, et je les en remercie. Donc c'est un deuxième axe important pour nous. Donc, le troisième axe, c'est que faisant ça depuis 10 ans, on a noué aujourd'hui un socle d'une trentaine de partenariats actifs à travers le monde. Donc ce sont des sociétés de gestion, des sociétés de conseil, des partenaires technologiques, effectivement, avec lesquels nous avons des relations d'affaires et que nous développons depuis bien longtemps. Donc notre écosystème est donc, comme je l'indiquais, nous paraît tout à fait prometteur dans l'idée que nous avons et que nous développons et que nous lançons d'ailleurs cette semaine, qui est l'idée de lancer un fonds de private equity qui serait dédié au fintech et qui apporterait, au-delà du financement pur, une vraie logique d'incubation. Et c'est en ce sens que, et je reviendrai dans quelques instants, que nous développons l'objectif de développer un fonds dont l'expertise mêlera les connaissances métiers dans l'industrie financière et dans les nouvelles technologies aux approches de l'incubation, avec ce que cela implique, et du venture capital, avec là aussi ce que cela implique. Alors, quelques mots là-dessus. L'incubation, ça ne veut pas dire faire des investissements les yeux fermés et les oreilles bouchées et attendre que ça se passe. Le venture capital, c'est regarder de manière très rationnelle les choses. Notre vision des choses là-dessus, c'est de continuer à garder notre ADN d'incubateur, donc d'être capable de regarder les choses avec des paramètres qui ne sont pas que financiers, pas que rationnels, ils sont tout à fait fondamentaux aussi, mais être capable de voir un peu au-delà des chiffres ce que l'équipe que nous avons en face, le setup qui est proposé, la place que cela peut prendre sur le marché, les synergies que nous sommes capables de développer peuvent avoir, et à ce moment-là, prendre une décision d'investissement ou pas. Voilà, donc on lance un fonds qui sera donc effectivement FinTech pur, avec une équipe de gestion qui est dédiée à ça, qui est immergée dans ce secteur-là depuis 1 an maintenant, et qui a déjà travaillé son travail d'analyse de sourcing pour vraiment être capable de proposer la meilleure solution possible pour le compte d'investisseurs institutionnels, mais également la solution pour les FinTech que nous allons vouloir accompagner. On veut s'intéresser à tous les secteurs FinTech, donc on a parlé de tout un tas de choses. Pour faire simple, on peut parler de solutions de paiement, des solutions de crowdfunding avec du lending, de la donation, de l'equity, tout ce qu'on peut entendre. Bref, on est à l'écoute de tout ce qui peut rentrer dans la thématique FinTech, et ce n'est pas à vous ici que je vais dire ce que cela peut comporter. Voilà, et puis pour le compte de nos investisseurs, nous avons également un rôle de veille, ce qui ne s'apparente pas à du piratage, mais au contraire, être capable de montrer à nos actionnaires, à nos investisseurs institutionnels, ce que l'investissement dans les fintech peut leur apporter et non pas ce que ça peut leur enlever. Voilà. Donc on va investir prioritairement en France, en prenant des participations minoritaires.
dans la logique que nous développons depuis bien longtemps maintenant. Et nous avons commencé ce travail d'analyse, de screening, pour commencer nos investissements dans les semaines, voire dans les toutes prochaines semaines. Voilà. Et Lior, est-ce que vous avez une idée de la taille du fonds pour le moment? Donc on vise un fonds, donc là on va le lancer avec environ 35 millions d'euros. Nous le lançons cette semaine. Donc cette conférence tombe très bien. Et dans les 12 prochains mois, on envisage de le doubler. Voilà. Mais nous allons faire des investissements relativement early stage. Donc on n'a pas cherché à lever un fonds colossal, mais un fonds qui est adapté à l'univers d'investissement que nous avons identifié. Aujourd'hui, nous avons identifié environ 150 sociétés. Nous en avons rencontré une bonne partie. Et on espère réaliser peut-être les premiers investissements, comme je le disais il y a quelques instants, entre fin décembre et courant janvier. Merci. Bernard Louis Roch, donc vous êtes cofondateur de Truffle Capital. Vous êtes également un incubateur et un fonds. Oui, Truffle Capital est un acteur du capital risque. Donc notre métier, c'est de financer des sociétés de technologie qui apportent une rupture et de les construire jusqu'à ce qu'elles deviennent leaders d'un secteur nouveau. Nous avons démarré, nous sommes nous-mêmes en quelque sorte une fintech, puisque nous avons démarré de rien en 2003. Nous avons aujourd'hui 720 millions d'euros sous gestion. Nous avons financé 60 entreprises, dont 14 pour l'instant portées en bourse. Nous espérons en porter d'autres en bourse en 2016. Et nous intervenons dans les secteurs digitaux et de la santé. Depuis 2011, nous nous intéressons fortement à ce qu'on appelle les fintechs, c'est-à-dire les startups dans le secteur de la finance, tout simplement parce que notre analyse, c'est que c'est le secteur qui n'a pas encore vécu sa disruption digitale avec notamment tous les changements qu'apporte l'Internet, l'instantanéité, l'ubiquité, la transparence et puis aussi en termes de productivité, les coûts. Donc nous sommes focalisés depuis effectivement 2011. Pourquoi 2011? Pourquoi pas avant? Tout simplement parce que le marché n'était pas ouvert à la dérégulation auparavant. C'était une succession de monopoles dans le monde entier. Ça a commencé à s'ouvrir aux États-Unis, en Angleterre, puis ensuite en France à peu près à cette date-là. Et donc ça a ouvert le champ des possibles. Ce qui fait que nous avons commencé à investir en 2012 dans des sociétés qui ont vocation à offrir des services et des produits financiers qui, au départ, s'apparentent un petit peu à ce que l'on trouve dans les banques, mais de façon, je dirais, périphérique. On n'est pas au cœur de métier des banques. Et en particulier, nous avons tranché, je dirais, le métier bancaire en différentes branches, et chacune des branches pouvait ou ne pouvait pas être digitalisée, mais notre vision, c'est qu'un certain nombre de métiers vont apparaître. Et notre vision, justement, c'est que le champ des possibles qui s'ouvre est au tout début, si bien qu'aujourd'hui, on parle de fintech, qui développent des produits qui très souvent sont similaires à ce que l'on pouvait trouver auparavant dans les banques, mais en étant plus spécialisés, plus pointus et totalement digitaux. Je pense que demain, ça n'aura rien à voir. Et à cet égard, je n'oppose pas du tout les banques et les fintechs. Je pense qu'elles sont totalement complémentaires. En particulier, puisque c'est la finance qui est le dernier à se digitaliser, on peut prendre d'autres exemples. Et si on prend l'exemple des télécoms, de la communication, on voit que nous avons d'un côté des fournisseurs d'infrastructures, des Orange, des Bouygues Télécom, des SFR, des Free. Et puis de l'autre, nous avons des tas de services qui n'existaient pas il y a 5 ans seulement, des WhatsApp, Snapchat, même dans une certaine mesure Facebook et toutes les messageries. Je dirais que tous les réseaux sociaux non plus n'existaient pas, et ça vient du monde de la communication. Et ça n'empêche pas les acteurs traditionnels des télécommunications de se développer encore aujourd'hui, voire même, dans certains cas, de prospérer grâce à ces applications nouvelles. Donc c'est vraiment notre vision, c'est que nous partons aujourd'hui d'un marché qui est à peu près connu, on voit certaines applications, et nous allons vers l'inconnu, ce qui est le propre de l'innovation.
Et dans notre intérêt pour les fintech, qui s'est concrétisé par la création d'un incubateur en juin dernier, nous avons déjà 4 sociétés qui sont assez symboliques de la direction que l'on prend. Nous avons une société qui s'appelle Paytop, qui propose un compte multidevises qui est gratuit. Beaucoup de comptes vont être payants en 2016. Celui-ci est gratuit. Ce n'est pas un compte bancaire, c'est un compte en multidevises qui permet d'avoir une carte en plusieurs devises, qui permet de faire des transferts internationaux dans le monde entier. Et surtout, un exemple du changement radical que l'innovation apporte, c'est que nous découvrons au cours des développements que nous faisons, puisque nous développons tout, que ce que Paytop a réalisé comme infrastructure permet finalement de faire des transferts de carte à carte instantanés en multidevises. Et quand je dis instantané, c'est dans les 5 secondes. Ce qui fait qu'en fait, on fait un peu le pont entre le monde digital et le monde physique, puisque typiquement, quand vous allez dans un magasin pour acheter une paire de chaussures ou un sandwich, vous avez en général besoin d'une carte pour introduire dans un lecteur, et la carte Paytop est reliée au compte, ce qui fait que si vous êtes dans la queue et que vous n'avez pas d'argent, quelqu'un peut vous envoyer dans la communauté Paytop de l'argent immédiatement. C'est sécurisé et le transfert se fait sans frais. Nous avons lancé une deuxième société qui a été plus récente, puisque tout est très souvent lié à la régulation. C'est le crowdlending, ce qu'on appelle le crowdlending, le prêt direct, Crédit.fr. Et là, Crédit.fr, qui opère depuis juin simplement, se découvre une sorte de véritable engouement de la part d'un certain nombre de particuliers qui se prennent au jeu de pouvoir créer un compte sur Crédit.fr, voir un certain nombre de sociétés de leur région ou de leur secteur d'activité, ça peut être des boulangeries, des artisans, et leur prêter de l'argent et gagner jusqu'à 7 ou 8% sans intermédiaire directement. C'est le prêt participatif, le crowdlending, et on était à 0 effectivement il y a 2 mois. Aujourd'hui, on dépasse les 100 000 euros par semaine, et puis je pense que les volumes vont être multipliés par 3 ou 4 l'an prochain, puisque on voit effectivement un intérêt maintenant. Quelqu'un l'avait mentionné tout à l'heure, de gestionnaires de fortune, de personnes individuelles qui gèrent des holdings patrimoniales. Donc tout ça s'accélère. Et la troisième société qui s'est lancée son produit il y a 3 semaines, c'est Smile & Pay, qui était labellisé aujourd'hui. Et Smile & Pay transforme votre smartphone en terminal de paiement, un peu comme les terminaux ingénicaux qu'on trouve dans les magasins, mais sans le même coût, sans abonnement, et de façon tout à fait flexible. Et on pense qu'il y a entre 800 000 et 1,3 million personnes ou artisans ou petits commerces non équipés qui ont vocation à s'équiper. D'ailleurs, on prend chaque jour des commandes. On est sorti du bois il y a 3 semaines dans le salon de la micro-entreprise. Et ça a été une grande joie, je crois, pour les équipes de Smile & Pay de prendre les premières commandes avec leurs propres appareils. Voilà pour ce que l'on fait. Nous avons vocation à faire, bien sûr, d'autres investissements dans le futur. Ce que je trouve passionnant, et je conclurai sur cela, c'est que ces sociétés-là vivent une croissance accélérée. On passe du concept à la start-up en quelques mois, de la start-up à la société opérationnelle qui commence à faire du chiffre d'affaires, là encore en quelques mois, et très très vite on se pose des problèmes d'industrialisation. Donc ça va très très vite, et je pense qu'on est en train de découvrir des nouvelles terres, un peu comme les explorateurs qui partaient et qui découvraient l'Amérique il y a 500 ans. Et aujourd'hui, on découvre de nouvelles terres qui sont des nouveaux services dont je suis absolument persuadé, certains, dans 2-3 ans, auront une configuration qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais qui seront une expérience utilisateur extrêmement agréable et extrêmement prisée du public et des entreprises. Merci beaucoup. Vous avez mentionné l'accélération de la création des startups et jusqu'à ce qu'ils atteignent 10 millions de dollars de revenus. C'est une constante chez les VC qui mentionnent ça toujours. D'ailleurs, ce qui me fait penser que peut-être qu'un jour, on créera une start-up un jour et le lendemain, il y aura déjà un compétiteur et
Ça, c'est dans 10 ou 20 ans. Éric Forest, vous êtes président d'Ethernext, donc vous accompagnez les startups jusqu'à la bourse. Merci. Oui, en fait, Internext a été créé il y a maintenant 2 ans et demi. C'est une filiale de Ronext, donc opérateur de marché, filiale dédiée aux valeurs moyennes. Donc, en français, on dirait les PME et les ETI, sachant qu'aujourd'hui, le cœur de notre cible sont vraiment des PME. Alors, le terme start-up est un terme qui est parfois un petit peu ambigu. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up ? Il y a plein de réponses à la question. En ce qui concerne la bourse, ce ne sont pas des pures start-up qui viennent, puisque à minima, les entreprises qui viennent aujourd'hui se coter en bourse ont fait la preuve du concept. Voilà. Donc on peut le qualifier avant la preuve du concept. C'est peut-être de la pure start-up, mais la bourse est sans doute un chemin un peu trop difficile pour elle. Une fois que la preuve du concept est faite, on peut l'envisager. Donc filiale créée il y a 2 ans et demi, avec des ressources commerciales. Une seule mission, si j'essaie de la simplifier ou de la résumer, c'est à la fois de promouvoir les marchés financiers à destination donc de ces valeurs de croissance, comme source de financement évidemment, et puis de passer nos jours à rencontrer justement des entrepreneurs pour discuter avec eux des marchés financiers, dédramatiser un certain nombre de choses, démythifier un certain nombre de choses, combattre aussi quelques idées reçues, donc une promotion, on va dire, qu'on espère intelligente des marchés comme outil pertinent, et notamment pour toutes ces entreprises tech ou innovantes, les deux allant souvent de pair. Donc dans nos maîtres mots, il y a la proximité. Je vous disais mes équipes et moi-même passons énormément de temps à rencontrer justement ces entrepreneurs, ces créateurs d'entreprises. Il y a aussi donc tout ce travail de pédagogie, d'explication, tant du côté des entrepreneurs que celui des investisseurs, puisqu'un marché fonctionne. J'enfonce une porte ouverte, mais il faut bien qu'il y ait de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui, s'agissant notamment de nouveaux concepts, de nouveaux métiers, de nouveaux marchés, il y a un véritable travail de fond à faire en matière d'éducation des investisseurs par rapport à des choses peut-être un peu trop disruptives ou novatrices que certains ont du mal non pas à comprendre, mais à appréhender, et surtout ont du mal à mesurer le potentiel de ces nouveaux business. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on essaye de faire. Claire, si on résume, c'est repositionner la bourse, enfin les marchés financiers, comme un outil pertinent pour ces PME qui ont besoin chaque jour de financement pour supporter croissance et développement. Alors, au sein de ces PME ETI, bien sûr, il n'y a pas que des entreprises tech, mais nous avons mis un accent particulier justement sur les entreprises innovantes, dont les fintech, on y reviendra. Alors pourquoi on les a au cœur de notre stratégie depuis maintenant plus de 18 mois ? Tout simplement parce que déjà, on ne part pas de zéro. Aujourd'hui, si je regarde mon stock existant des entreprises que nous couvrons, c'est un peu plus de 730 valeurs. Et sur cette 730 valeurs, vous en avez plus de 300 qui sont des entreprises tech cotées sur nos marchés. Alors, certaines tout récemment, puisqu'il y a une accélération assez forte depuis 2 ans et demi, et puis d'autres depuis 10-15 ans. Simplement, on a oublié qu'elles étaient innovantes, on a oublié qu'il y avait des technologies, et elles-mêmes, parfois, ont oublié de communiquer avec le marché. Donc, on a aussi un travail de réanimation, on va dire, d'une vie boursière pour certaines d'entre elles. Mais surtout, au-delà de l'existence, c'est le potentiel, et tous les labellisés d'aujourd'hui font partie de ce potentiel énorme en Europe et notamment en France en matière d'entreprises innovantes. Pour vous donner une illustration, depuis le début de l'année 2015, nous avons accueilli 30 nouvelles PME sur nos marchés en introduction en bourse, dont 27 sont des entreprises tech innovantes. Et les 27 au total ont levé en introduction en bourse donc 920 millions d'euros depuis le début de l'année. L'année n'est pas finie puisque nous attendons encore quelques opérations d'ici Noël. Au passage, je signalerai que dans ces 27 opérations de l'année 2015, vous avez une fintech qui s'appelle IP. IP, certes, est un spin-off d'une société des années 2000, iMedia, et donc qui a mis en bourse cette année sa partie fintech sur nos marchés. Donc voilà, donc il y a ce travail d'accompagnement. Et alors, on a essayé d'aller plus loin parce que on a passé beaucoup de temps à rencontrer les acteurs de cet écosystème, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les financiers, que ce soit l'écosystème au sens conseil et autres, pour essayer de comprendre ce qui manquait, quels étaient les freins, quelles étaient les contraintes, les handicaps, qu'est-ce qu'on pouvait nous apporter, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, en novembre dernier, lors d'une conférence tech que nous avons organisée à Paris, on a annoncé un certain nombre d'initiatives que depuis nous avons déployées. Alors, certaines sont à destination des entreprises déjà cotées, avec un souci qui est comment on peut les aider à avoir plus de visibilité vis-à-vis du monde des investisseurs. C'est
peut-être pas le thème d'aujourd'hui. Et puis on a été, nous aussi, en tant que filiale d'opérateur de marché, un peu disruptif en lançant en septembre de cette année un programme d'accompagnement d'entreprises non cotées et qui peut-être un jour pourrait envisager de ce côté. Je dis bien peut-être, c'est-à-dire que ces entreprises à aucun moment ne n'ont pris ou ne prendront un quelconque engagement de ce côté. Et pourquoi on l'a fait? Parce que tout simplement, le monde des marchés financiers, comme tout monde business finalement, est un monde qui a ses usages, ses pratiques, voire même son jargon, ses mots, et qu'on se rend compte que c'est un monde qui est souvent très très loin des entrepreneurs, des patrons de fintech pour ne citer qu'eux, et qui a un travail de préparation et d'acclimatation qui nous semble indispensable en amont même de la préparation de l'introduction en bourse elle-même, qui là est un projet extrêmement cadré, normé, donc il n'y a pas beaucoup de place à la créativité. Mais lorsqu'on arrive dans le process, justement, on rentre dans un calendrier, on n'a plus le temps de se prendre du recul ou de se poser des questions. Donc ce programme a été construit justement pour des entreprises qui pourraient, à un horizon de 2-3 ans, envisager la bourse. La première promotion a été baptisée en septembre, 30 entrepreneurs venant de nos 4 pays, donc la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal, qui pendant 1 an vont bénéficier d'une formation, sensibilisation, coaching autour des marchés financiers. Alors pour ce faire, on a évidemment fait appel à des partenaires, à la fois des partenaires académiques. J'ai signé 2 partenariats, l'un avec Polytechnique, l'autre avec HEC, histoire de remettre un peu de théorie dans tout ça. Et puis des partenaires opérationnels que sont les banques, que sont les auditeurs, les avocats, les agences de communication financière, qui au fil de l'année en question vont accompagner ces entreprises. Encore une fois, non pas pour les aider individuellement à préparer leur introduction en bourse, mais pour les sensibiliser au marché financier. On va parler de communication financière, on va parler de valeur, mais on va aussi parler de patrimoine, de gestion de patrimoine de ces entrepreneurs. On parle également de structures juridiques, de structures comptables, puisqu'il y a aussi des sessions de coaching individuel, de façon à ce que des choses qui sont un peu confidentielles ne soient pas forcément partagées entre les 30 entrepreneurs. Alors dans cette première promotion, il y a quelques fintechs. Je ne citerai pas les noms parce que tout simplement la plupart des entreprises de notre programme TechShare ne souhaitent pas qu'on communique sur leurs noms pour éviter d'être harcelées dès le lendemain par tous les conseils de la Terre. Donc elles préfèrent un peu d'anonymat. Mais il y a quelques fintechs dans la première promotion. J'espère qu'il y en aura évidemment dans chaque promotion, puisque c'est un programme qui va être conduit chaque année, évidemment. L'idée est de former à minima 30 sociétés par an autour des marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment convaincu que les marchés ont un rôle à jouer dans le financement de cette économie disruptive et innovante, et qui aujourd'hui ne joue pas encore au plein de son potentiel, donc il y a plein de choses à faire. Dans ce cas, d'ailleurs, je vous invite tous, si vous le souhaitez, à vous inscrire à notre prochaine Conf Tech qui aura lieu le 8 décembre prochain à Paris, d'ailleurs ouverte et présidée par Emmanuel Macron, où pendant une journée, on va parler justement du financement de l'innovation avec l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire que ce n'est pas une journée de pub pour la bourse, pas du tout, puisque nous serons avec le monde du private equity, nous serons avec le monde du corporate venture, et nous serons bien sûr avec beaucoup d'entrepreneurs en provenance de nos différents pays. Donc vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Voilà. Une question, Eric. Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur la liberté des entrepreneurs à garder leur capital et à essayer plutôt d'avoir des VC qui vont intervenir, mais de manière moins désordonnée que si ils s'introduisent en bourse. Et donc, il y a les discussions entre Amazon, qui est dirigé avec un gros capital possédé par Bezos, ou des sociétés comme HSBC ou d'autres, qui sont beaucoup plus larges, et donc ont une vision beaucoup plus court-termiste. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il y a certains types de compagnies qui doivent plutôt aller en bourse ou plutôt aller chez des VC? Comment vous voyez la différence entre les deux? Je pense qu'on ne peut pas parler de différence. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi de maturité. Ce qu'on constate, c'est que 99%, pour simplifier, des entreprises qui viennent se coter sur nos marchés ont à leur capital des fonds de private equity. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à financer leurs premières étapes de développement par le private equity. Et c'est au 2e, 3e, ça dépend des cas, à 4e pour certains, qu'elles choisissent la bourse. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est plus une continuité dans la chaîne de financement. Après, c'est un choix de chaque entrepreneur, effectivement, de continuer en étant privé ou de choisir le côté public. Et il n'y a pas de règle en la matière. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, nous, dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est une ouverture très forte au marché financier.
beaucoup plus que parmi leurs pères ou grands-pères, évidemment, avec une moins grande sensibilité au pourcentage du capital qu'ils vont détenir. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique qui est plutôt de dire je suis là pour faire grossir le gâteau, pour faire grossir mon entreprise, et même si in fine je n'ai plus que 10 ou 15% du capital, le fait que le gâteau est grossi sera quand même plus sympathique. Là, il y a une vraie révolution par rapport, moi qui suis dans ce métier depuis presque 30 ans, par rapport donc effectivement à des sociétés plus anciennes qui avaient encore cette logique très forte de contrôle, les 50% ou au moins le tiers. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. Après, lorsqu'on parle de la bourse, je crois qu'il y a un autre axe qui est important, c'est bien sûr c'est le financement, mais au-delà du financement, un certain nombre d'entreprises décident d'aller en bourse aussi pour les aspects de notoriété et de visibilité, que ce soit vis-à-vis de leurs clients, de leurs fournisseurs, de leurs partenaires. Le fait d'être coté lorsqu'on est une PME notamment, donc petite structure, et qu'on est sur un métier très international, peut aussi complètement changer la donne. C'est-à-dire que lorsque vous avez des fournisseurs ou des clients qui sont à l'autre bout du monde et que vous êtes 35 personnes basées en Rhône-Alpes ou en PACA, le fait d'être coté vous fait être vu, en tout cas par vos grands partenaires, de façon un peu différente. Et beaucoup d'entreprises choisissent cette voie aussi pour ça. Intéressant, merci. Hubert de Vauplan, donc vous êtes avocat au cabinet Kramer, Levin, Naftalis, Frankel. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les freins Non. Si. Bon. Les freins réglementaires au développement des startups. Non, je faisais comme ça parce que le cabinet américain, chaque fois qu'il y a un nouvel associé qui arrive, il faut rajouter quelque chose derrière. Et donc, ça me change de la banque où j'ai travaillé longtemps, où on arrive encore à garder des noms un peu courts. C'était l'objet de mon sourire. Merci beaucoup. Le cabinet n'est pas encore un cabinet de fintech, quoique. Mais ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est que c'est bien sûr l'aspect juridique de tout ce dont on parle ici, c'est-à-dire que dans fintech, il y a un préfixe qui s'appelle fin, et le fin, c'est pour finance, et pour finance, c'est bien sûr la banque, c'est l'assurance, c'est la gestion, c'est les marchés. Et vous êtes bien placé pour savoir que ce sont des activités particulièrement réglementées. On ne rentre pas là-dedans uniquement avec une bonne tête. Et donc, il est important, quand on est dans l'environnement, de savoir comment il va évoluer. Ça, c'est le rôle de la place. Quand on est investisseur, c'est quoi est-ce que la société dans laquelle je vais investir a le droit de faire ce qu'elle me dit qu'elle fait? Et puis, quand je suis société une start-up, est-ce que j'ai aussi le droit de faire finalement le produit que j'ai développé? Donc au niveau de l'environnement général, on l'a entendu tout à l'heure, la disruption de la finance, elle est débordée du législateur, des politiques. Et c'est intéressant quand on regarde les textes, puisque l'une des matières aujourd'hui les plus disruptées dans la finance sont les paiements, parce que c'est une directive neuve par rapport aux directives bancaires, par rapport aux directives assurances, qui a été pensée avec la concurrence. C'est-à-dire c'était pensé pour que des nouveaux acteurs rentrent dans ce monde du paiement. On avait vu ça déjà avec la bourse il y a quelques années, mais c'était un petit peu plus... c'était pas encore au point du paiement, mais déjà les directives qui concernent la bourse avaient clairement l'objectif d'ouvrir les marchés pour la concurrence et l'entrée de nouveaux acteurs. C'est clairement l'objectif des directives de paiement. Les directives en matière assurance, en matière de gestion, en matière bancaire n'ont pas été profondément retouchées ces dernières années. Ça viendra. Donc la disruption, elle vient d'en haut. Donc si elle vient d'en haut, il faut s'y préparer, faire le bon lobbying qu'il faut, si possible, pour justement bien s'y préparer. Et une fois que cette disruption, en tous les cas que la réglementation a évolué, la difficulté, c'est cette interprétation de cette réglementation. Alors, les outils qu'on utilise en Europe sont de plus en plus le règlement européen qui s'applique directement, mais quand on a des directives, eh bien, on a beau dire c'est le même texte en Europe, la réalité est tout autre. Parce que, dans le détail, le fonctionnement ou l'interprétation d'un régulateur n'est pas le même. Et c'est là un des 3 points que je vais voir rapidement de ce que je voudrais vous dire, c'est que l'environnement de la FinTech en France passe d'abord, pour moi, par un environnement de sa régulation par le régulateur lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que si les régulateurs ne pensent pas FinTech, vous aurez un peu de mal à éclore. Dire que, et alors notre régulateur, il fait tout ce qu'il faut, nos régulateurs, etc. Tout à fait entre nous, je pense qu'ils peuvent faire un petit peu mieux, notamment dans l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que le texte, il est le même à Londres, à Luxembourg, à Paris. Et puis, comme par hasard, il y a beaucoup de gens qui vont plutôt à Londres ou au Luxembourg. Non pas parce que le texte est différent,
Parce que la manière dont le régulateur appréhende ce texte, voire dont il l'interprète, hein, est sans doute différente. Donc, une première condition pour qu'on ait une éclosion d'un écosystème de FinTech en France est déjà qu'on ait des régulateurs qui, au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui, pensent un petit peu plus FinTech. Alors, vous savez qu'à Londres, il a été créé un bureau des FinTech, hein, dans le régulateur bancaire. Ils ont dit, voilà, on crée un bureau pour les FinTech. Le but, moi régulateur, c'est d'aider les FinTech à se développer sur la place de Londres pour clairement faire de la place de Londres un centre financier international sur les FinTech. Donc, toujours dans cette idée du plus général au plus particulier, l'environnement favorable pour vos entreprises, pour les investisseurs, c'est aussi un rôle du régulateur. Et là, on a tous à jouer et à pousser, d'abord auprès de nos ministres qui nous accueillent, mais au-delà des ministres, auprès des autorités, non pas qu'elles contrôlent, mais sur lesquelles elles ont quand même une petite, un petit rôle à faire jouer, c'est de dire donnez-nous des régulateurs qui soient favorables au développement des FinTech. Je parle pas de la fiscalité, parce que ici c'est un peu un gros mot, mais il y a pourtant beaucoup de choses à dire. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la régulation, hein, pensez FinTech. Ensuite, l'autre aspect, une fois qu'on a ces textes qui sont en place, c'est, alors si je me tourne du côté de l'entreprise, souvent, dans FinTech, il y a la tech, donc il y a de la tech, très bien, mais il y a du fin, donc il y a de la régulation. Et cette régulation, c'est est-ce que ce que je fais mérite quelque part un agrément, une autorisation, un label, quelque chose. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le préfixe fin, il y a finance, et toutes ces activités sont régulées. Elles sont régulées pas pour le plaisir d'empêcher les autres d'entrer, elles sont régulées parce qu'il s'agit de donner de la confiance au public et de protéger le public. Donc il faut une barrière à l'entrée pour savoir si ces personnes sont honorables, et là je parle bien des individus, et puis surtout une barrière à l'entrée pour avoir les fonds propres nécessaires. Parce que n'oubliez pas que derrière chacune de ces activités, il y a des besoins de fonds propres. Donc une question qui se pose aux startups, c'est si vais-je ou non tomber dans une activité régulée, ou ai-je envie, ou pas d'ailleurs, après, ça peut se discuter, mais si j'y tombe, il y a des besoins de fonds propres qui se posent. Donc c'est plus le même business plan, c'est plus du tout la même approche, parce que dans ce cas-là, je vais avoir un compliance officer, un contrôle interne, un besoin de reporting auprès des régulateurs, etc. Donc une question qui se pose, c'est est-ce que mon produit, ma tech que j'ai développée, va me faire tomber d'un côté ou de l'autre? C'est bien sûr rarement noir ou blanc. Ça peut être très blanc. Enfin, ce que vous faites est clairement une activité régulée et vous avez clairement pris le statut qu'il fallait pour le faire. Bon, mais il y a d'autres activités qui sont plus grises. Donc c'est une question qui se pose tout de suite pour l'entreprise, c'est sauf si le choix est clair dès le départ par la technologie, c'est où est-ce que je vais tomber, où est-ce que j'ai envie de tomber. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on écoute tous les startups qui sont venus tout à l'heure ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas de statut régulé ou qui ont le statut le plus faible possible, CIF ou un truc comme ça, les trucs le plus light possible. Pourquoi? Parce que ça coûte cher d'être régulé. Je vous dis, ça impacte immédiatement le business plan. Donc c'est une question qu'il faut tout de suite se poser quand on développe sa technologie. Où est-ce que je vais tomber? Moi, on vient me voir en me disant j'ai pas envie de réguler. Je dis c'est bon, peut-être, mais qu'est-ce que vous faites, mon brave, hein? Donc selon ce qu'il fait, je dis vous tombez là ou vous tombez là. Puis après, ça dépend des capitaux qu'on est capable de lever. Ça, c'était du côté donc de l'entreprise. Après, il y a le côté investisseur. Bon, alors on est investisseur, il y a un beau potentiel quand on veut investir dans les 150, apparemment, sociétés potentiellement qui répondent, en tous les cas, aux critères de FinTech. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces sociétés? Est-ce que moi, quand je vais investir, investir, est-ce que cette société, est-ce qu'elle a le droit de faire ce qu'elle fait? Ça serait quand même un peu désordre qu'un fonds spécialisé dans la FinTech finalement investissent dans une entreprise qui n'a pas fait les diligences nécessaires ou qui risque de se retrouver rattrapée par l'AMF, par la CPR ou qui vous voulez, parce qu'elle pensait que, et finalement elle tombe du mauvais côté. Donc là, c'est l'autre côté qui est important quand on est investisseur. Il y a bien sûr tous les packs d'actionnaires, tous les statuts qu'il faut revoir, mais il y a au-delà de ça les due diligence sur est-ce que l'entreprise, elle est bien conforme par rapport aux lois et règlements. Et quelquefois, l'entreprise, quand on est surtout en stage très en amont, elle n'est pas forcément au courant de ce qu'elle peut faire ou pas faire. Donc, vous voyez, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, je peux faire beaucoup de choses. Ça, c'est une réponse que je donne toujours. Enfin, moi, j'ai appris quand j'étais dans la banque, j'ai fait l'essentiel de mon métier dans la banque avant. Comme notre cabinet, on vient tous de la banque, de l'assurance ou du métier de la gestion. Enfin, beaucoup d'entre nous, on est redevenu avocat après, en quelque sorte. C'est-à-dire, il est rare de dire c'est pas possible.
souvent, voire toujours possible, c'est qu'une question d'argent, c'est-à-dire ça dépend, qu'est-ce que vous avez comme fonds propres au départ, si vous voulez tomber ou non d'un côté de la barrière. Donc voilà, mon message, il est très simple, il est il y a un environnement général qui, il ne faut pas dire que ce n'est pas notre problème, que c'est celui des politiques et que c'est celui de Bruxelles et celui des députés, c'est à nous avec Europlace, c'est à nous avec le pôle, c'est à nous dans nos associations de faire ce qu'il faut pour le lobbying qu'il faut, y compris ici auprès des représentants des pouvoirs publics, et en leur disant et en leur faisant passer le message, accompagnez-nous avec des régulateurs qui soient, grosso modo, aussi favorables que le sont les régulateurs en dehors de nos frontières. Et puis après, c'est, encore une fois, intégrer dans le risque d'investissement ou dans le risque de développement, selon qu'on est investisseur ou start-upper, intégrer bien évidemment la dimension juridique et réglementaire. Merci. Merci beaucoup. Il est sûr que la régulation est un fantastique accélérateur d'innovation. On l'a vu notamment pour les télécoms, par exemple. Et Xavier Niel a fait une partie de sa fortune en bien comprenant quelle était la nouvelle réglementation, en capitalisant dessus. D'autres compagnies, Southwest Airlines, par exemple, également sur la dérégulation des compagnies aériennes. Le marché des swaps, qui est un marché qui fait plusieurs milliers de trilliards, est un marché qui a été créé sur la régulation. Donc bien comprendre la régulation donne de fantastiques opportunités aux fintech de trouver une niche sur laquelle elles peuvent se développer. Et notamment, je pense à la nouvelle régulation PSD2 en Europe. Et d'ailleurs, les Anglais l'ont bien compris puisque le gouvernement a lancé toute une initiative sur les API, Application Protocol Interface, Programming Interface, donc les interfaces entre les systèmes, et vise à obliger les banques à créer des interfaces que des startups, des fintech pourront utiliser. Donc, il vise à l'innovation également en régulant. Merci. Béatrice Falise-Mirard, dont vous êtes directeur général du pôle compétitivité du Medicine Paris Région. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça marche, un pôle compétitivité? Alors, j'ai forcément, par rapport à tout ce qui a été dit, un aspect un tout petit peu différent. Medicine Paris Région est un pôle de compétitivité comme finance, innovation. Et donc, notre métier, nous, c'est de l'innovation en santé. Donc, on est dédié au monde de la santé, que ce soit la biotech, donc des molécules, jusqu'à la medtech ou les technologies numériques. Donc, ça peut aller du pansement au bloc opératoire, en passant par le médicament. Je voulais évoquer dans ce cadre-là plusieurs actions autour des financements innovants. Alors déjà, une action que nous menons justement en partenariat avec Finance Innovation, parce qu'un de nos métiers, c'est de faciliter à nos PME, on a plus de 200 PME, l'accès en fait aux financeurs privés. Et nos PME sont souvent nées de quelques chercheurs et ont en général une culture pas très riche en comment se présenter et comment accéder à ces financements. Donc, existe un label qui est ce qu'on appelle le label EIP, donc Entreprise innovante des pôles. Et cette action est menée en partenariat rapproché. Donc, on travaille beaucoup avec Aude, que j'ai vu tout à l'heure, avec Finance Innovation. Et donc, nous faisons un appel à candidature auprès de nos PME. Un certain nombre se positionnent pour être, dans un premier temps, sélectionnés par un jury donc, qui est composé à la fois de personnes du métier de l'innovation, du métier de la santé et du métier de la finance. Et donc, pour pouvoir ensuite être accompagnés et coachés jusqu'à en fait, à une présentation pour l'obtention du label. Et une fois labellisés, peuvent faciliter leur accès par des événements, par des présentations aux financeurs privés. Et donc, on a en 3 ans 23 PME qui ont été labellisées. Un peu plus de la moitié ont pu accéder à des financements privés. Donc ça, c'est une action de pôle, puisque dans tout ce qui va être favoriser l'innovation en santé, l'aide aux PME est clairement un des volants. Donc après, je voulais un petit peu élargir, je vais discuter quand on a préparé avec Joël, cet aspect pour parler plus en fait, d'innovation. Alors, je voulais parler de crowdfunding, puisqu'on voit apparaître en fait en santé de plus en plus des outils de fintech, mais ça a été présenté, puisque tout à l'heure, j'ai vu Wellfounder qui présentait ses actions. Vous avez un petit peu évoqué. Enfin, voilà. On sait que tous les outils d'innovation arrivent dans le monde de la santé. Et ensuite, je voulais parler aussi de comment en fait, on innove en santé, puisque finalement, la particularité, je dirais, de l'innovation en santé, c'est qu'elle rassemble énormément d'acteurs. Vous allez avoir des cliniciens, comme des techniques, comme des gens du médicament, comme des PME et des grandes entreprises et des payeurs, qui peuvent être des assureurs ou autres, qui vont se présenter en fait, autour de la table, voire même des patients ou des citoyens, pour que cette innovation naisse. Et de plus en plus, on voit apparaître ce qu'on appelle des plateformes d'open innovation, dont
dont certaines sont très structurées. Et vous pouvez, alors, il y en a qui sont très médiatisés, pour avoir des hackathons, des hacking health. C'est souvent la santé numérique qui va emmener ces plateformes d'innovation, où les gens, tout ce monde, en fait, va se rassembler pendant 3-4 jours pour faire naître l'innovation de cette réunion et, en fait, la faire émerger. Donc, ça interpelle à la fois les grandes entreprises qui vont favoriser et donner un certain nombre d'aides à cette promotion et un certain nombre d'acteurs. Donc, je voulais, après, à partir de cette open innovation, parler en fait de cette innovation en santé. Je vous dis qu'elle récupère toutes ces personnes, mais elle ne va pas être uniquement technologie. Très souvent, elle va être organisationnelle et financière. C'est-à-dire que si on prend la santé numérique, demain, ça va être par exemple de suivre des patients à domicile à partir d'outils numériques, mais aussi de professionnels de santé qui vont travailler différemment, de nouveaux métiers qui vont vous coordonner à domicile. Et en fait, ces innovations qui commencent à émerger reposent sur des financements et des positions d'acteurs complètement différentes. Et là, je pense beaucoup aux assureurs qui deviennent en fait des acteurs immédiats de ces organisations. Dans un certain nombre de... Alors, un exemple non santé, mais qu'on peut ensuite appliquer à la santé. Par exemple, en automobile, en Amérique du Sud, vous pouvez accepter d'être, entre guillemets, d'avoir des capteurs dans votre voiture qui vont surveiller votre comportement, donc qui vont être financés, cette innovation est financée par un assureur, et donc qui vont permettre de moduler votre prime en fonction de votre bonne aptitude à conduire ou pas à conduire. Ce genre de financement d'innovation et d'organisation nouvelle commence à apparaître en santé. Et donc, alors, timidement en France, mais par exemple des pays comme l'Afrique du Sud ou comme l'Angleterre mettent en place des organisations qui sont financées par l'assureur, donc qui permettent aux personnes de gérer leur bonne santé. Donc d'avoir un bracelet, d'avoir un programme sportif. Et ça peut être soit une modulation de prime d'assurance, donc finalement un financement complètement nouveau de la santé, soit en fait des bons d'achat qui reviennent un petit peu, ou des cadeaux qui reviennent un petit peu à la même chose. En Angleterre, ce sont des bons d'achat pour pouvoir accéder aux salles de sport ou à s'acheter du matériel. Donc on arrive en fait en santé de plus en plus à voir apparaître une innovation qui combine à la fois de la technologie. Alors en général, là, je parle beaucoup de numérique, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines, qui peut amener aussi en fait de l'organisation et des outils financiers complètement différents. Autre type d'organisation qui implique des assureurs, qui deviennent vraiment des acteurs très actifs dans ce monde. Vous avez par exemple en Allemagne des surveillances de patients à domicile, donc je repars sur des patients de chez eux, qui vont avoir des technologies numériques qui vont permettre de les suivre. Et le financement de cette innovation est aussi fait par l'assureur, qui envoie une société mettre en place ces structures. Par contre, la rémunération de l'assureur dans tous ces cas-là se fait sur la diminution des hospitalisations et des aggravations des personnes. Et ce retour sur investissement, entre guillemets, est partagé entre l'assureur et l'industriel sur ces exemples en Allemagne. Donc, juste pour dire qu'en fait, la santé, aujourd'hui, timidement en France, mais ça va venir, puisqu'en fait, il y a eu quelques expérimentations en France, trouve un nouveau monde de financement en fait, qui est avec des acteurs nouveaux, des rôles nouveaux et des organisations différentes. Alors je ne sais pas à quel point ça va rentrer dans tous ces mondes, mais on commence à balayer en fait une approche et de création de l'innovation et de financement de cette innovation complètement différente. Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, peut-être le digital homogénise beaucoup de ces secteurs. Par exemple, en médical, il y a les mêmes problèmes qu'en finance sur la confidentialité des datas. Oui, complètement. C'est même, en fait, il y a une loi particulière qui régule, alors en France, la sécurité des données de santé, c'est-à-dire qu'on a des obligations un peu plus fortes que les données personnelles, en particulier des thématiques autour de l'hébergement, de l'accès, de la traçabilité des gens qui ont accès aux données. Donc c'est un domaine très fortement réglementé et plus réglementé que les données personnelles. Alors ça va probablement changer, puisqu'en fait, il y a en ce moment un règlement européen sur les données personnelles et la sécurité qui va y être attachée. Et la définition des données de santé est en train de s'étendre. On a du mal à trouver ce qui ne va pas être une donnée de santé, puisque je crois que toute donnée qui pourrait évoquer une thématique santé autour de la personne va devenir une donnée de santé. Donc ça peut être vraiment très large, puisque même les données de téléphone aujourd'hui embarquent des éléments sur la mobilité, l'activité, et sont fortement utilisées en santé. Merci beaucoup. Donc en conclusion, j'aimerais quand même poser la question, pourquoi est-ce que les banques qui, depuis leur création, sont des entreprises digitales, pourquoi ont-elles semblé manquer cette révolution digitale ? On a toujours dit que les banques ne sont pas innovantes, ce n'est pas vrai du tout. Si vous vous souvenez, par exemple, au XVIe siècle, les banques de Gênes étaient particulièrement réputées parce qu'elles ont réussi à intégrer les nouvelles techniques de comptabilité à deux étapes, créées par le mathématicien Paoli.
De la même manière, on a créé les ATM, qui étaient les premières machines automatiques de service, et les banques ont été les premières à utiliser les ordinateurs. Donc, pourquoi est-ce que les banques semblent avoir manqué cette révolution digitale ? En fait, c'est une coordination de plein de choses qui se sont passées à peu près au même moment où la révolution digitale a accéléré. La première, évidemment, est la crise qui a coupé les budgets et aussi a refocalisé le management vers des considérations beaucoup plus court terme, notamment sur la régulation, et remédier aux erreurs passées. Il y a aussi le fait que les banques, pendant les 20 années avant, qui sont décrites par John Kay dans son nouveau livre comme la financiarisation, se sont focalisées à vendre des produits financiers plutôt qu'à s'occuper de leurs clients. Et donc maintenant, le but de la révolution digitale, et le but d'une Amazon par exemple, c'est de se focaliser entièrement sur son client. Donc moins de focus produit. La troisième est peut-être la fausse impression que derrière ce mur de régulation, peut-être aucun acteur ne pouvait être un acteur bancaire. Ce qui n'est pas totalement vrai puisque, comme nous l'avons dit, les nouvelles régulations visent à encourager le développement de nouveaux acteurs. Et finalement, des processus très complexes, des organisations très complexes qui ne laissent pas beaucoup de place à l'agilité. Donc les fintechs se sont créés devant la lenteur des acteurs existants à intégrer les efforts les développements de la révolution digitale. Par contre, sont-ils aujourd'hui des menaces pour les acteurs existants, les banques ou les assurances, ou sont-ils au contraire des acteurs avec lesquels nous pouvons travailler? Un peu des deux en fait. C'est ce que les Anglais appellent des frenemies, friends, enemies. Et donc, tout le but et tout l'objectif va être de voir comment la situation va évoluer. Clairement, les fintechs vont amener à des réductions de marge, probablement. Et nous voyons aujourd'hui ces services faits à aucune marge dans la plupart des cas, puisque la plupart de ces sociétés ne gagnent pas d'argent. Par contre, ce sont des fantastiques accélérateurs, ce sont des fantastiques réservoirs d'énergie, de nouveautés, d'innovation. Qu'est-ce que c'est l'innovation? L'innovation, c'est d'arriver à réconcilier deux concepts qui sont opposés et à les mettre ensemble. Par exemple, comment faire une voiture qui est à la fois rapide et sûre. Une voiture qui est rapide, en général, vous enlevez tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous faites une carrosserie aussi légère que possible. Une voiture qui est sûre, au contraire, vous essayez de la rendre et de la solidifier le plus possible. Comment faire les deux? Par exemple, comme la Google Car, en intégrant des systèmes, des sensors, de l'intelligence, etc. C'est ça l'innovation. C'est de penser perpendiculairement et de raisonner différemment. Et ça, les acteurs existants ne sont pas très bien capables de le faire parce que nous avons d'autres préoccupations, parce que notre vision est parfois un peu court-termiste et parce que nous avons des organisations complexes. Donc c'est pour ça qu'à HSBC, nous avons créé, comme d'autres acteurs, et en cela nous avons emprunté à d'autres industries, le fait de créer un Corporate Venture Capital Structure, donc qui est une structure d'investissement qui investit dans des startups qui sont stratégiquement importantes pour HSBC. Nous prenons des participations minoritaires dans un certain nombre de startups. La taille de ce qu'on peut investir évolue, quelques centaines de millions de dollars. Et jusqu'à présent, nous avons fait, depuis la création de cette structure il y a 1 an, 3 investissements et nous en avons 2 qui sont alignés. Ces investissements doivent être stratégiques, c'est-à-dire qu'ils doivent être stratégiques pour la banque, puisqu'on ne fait pas que de l'investissement pour l'argent, mais on le fait parce que ça apporte quelque chose à la banque. Collaboratif, on veut travailler avec leurs startups dans lesquelles on investit, et doit faire de l'argent, puisqu'on ne va pas investir dans des choses qui perdent de l'argent. Jusqu'à présent, ces investissements prouvent une différence notable. On voit qu'en étant au bord de ces startups, on arrive à mobiliser l'ensemble de la société, on arrive à changer les choses au sein d'HSBC. L'innovation externe n'est pas la seule manière de faire de l'innovation. Bien évidemment, il y a énormément d'équipes chez HSBC organisées au travers de laboratoires qui font de l'innovation interne. Mais amener l'énergie des startups et leur nouveauté est quelque chose de très important pour une grosse banque comme HSBC. Les fintechs nous montrent que petit et rapide, c'est mieux que grand et lent. Ça, c'est sûr. Par contre, comme le dit Jeff Immelt, le CEO de GE, General Electric, grand et rapide, c'est mieux que petit et rapide. Donc, nous, ce qu'on attend des fintechs, et c'est pour ça qu'on a envie d'être partenaire, et je vous rejoins, Jérôme, là-dessus, c'est vraiment qu'elles apportent leur rapidité et qu'ensemble, en tant que partenaires, et on vit dans un monde où on ne peut plus travailler tout seul, mais on est obligé d'être dans la sharing economy, cette économie où on partage les choses, on ne peut plus tout posséder, on ne peut plus tout faire soi-même.
Ce qu'on attend des fintechs, c'est de nous aider à être plus rapides, de façon à ce que HSBC, en étant grand et rapide, puisse être mieux que grand et lent. Voilà. J'espère que c'était une très bonne session. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci à vous, vous avez été formidable et très précis. Merci. Avec la voix qui me reste, il me reste à présenter donc Jean-Paul Planchou, qui va donc effectuer la clôture de cette journée. Je souhaitais remercier tous les participants, tous les intervenants, et dire, vous avez pu voir à quel point, j'ai plus de voix, pardon, mais vous avez pu voir à quel point la France est dynamique, à quel point donc les PME, nos startups financières qu'on appelle aujourd'hui FinTech sont prolifiques, à quel point elles sont dynamiques et innovantes. Elles témoignent d'une jeunesse qui vraiment y croit. Vous avez vu que la moyenne d'âge est quand même très jeune. Et donc, je trouve que c'est un formidable espoir pour la finance française, pour le secteur financier en général, qui a d'énormes besoins. Ça a été traduit dans les différentes tables rondes. Les investisseurs l'ont dit, c'est une classe d'actifs qui devient extrêmement stratégique pour eux aussi. Donc, je dirais, il y avait plein de promesses, plein d'espoirs, plein de, d'avenir donc pour ces fintech extrêmement prometteuses, d'excellence, que vous avez pu donc découvrir tout au long de cette journée. Alors, Jean-Paul, tu vas conclure cette journée. Il ne reste plus grand monde, si je puis dire, par rapport à ce matin, parce qu'il y a encore du monde en bas. Et ils sont tous en train, justement, de pitcher devant des investisseurs, devant des grands groupes, pour essayer de réaliser du business. C'est humain, c'est normal. Donc, cependant, Jean-Paul, ton allocution de clôture dont va être rediffusée sur toute la toile, pardon, mais j'arrête parce qu'il ne me reste plus rien. Et donc, toute la France t'écoute. Merci à vous. Brièvement, bien sûr, parce que je ne voudrais pas vous accabler à cette heure de la journée après cette journée d'écoute, d'échange, en tout cas pour moi, bien évidemment, très, très instructive. En tout cas, ma chère Joëlle, je suppose que si tu as fait appel à moi pour intervenir, et en tout cas si tu m'as invité à participer à cette journée, c'est en tant qu'élu de la région, collectivité par ailleurs qui entretient avec le pôle des rapports extrêmement suivis, extrêmement fructueux, je peux dire cela, qui participe, je parle de la région, aux activités, en tout cas qui les soutient très activement, les activités de plateforme de projet, et aussi qui, chaque fois que cela nous semble souhaitable, vous implique dans nos politiques, notamment dans les montages financiers d'un certain nombre de politiques. Je pense au plan interfilière, industrie en particulier, qui aura besoin d'être encore plus impulsé, mais qui commence à produire de très bons résultats, notamment au travers de la robotisation progressive des petites entreprises de la mécanique francilienne. Donc, l'île de la finance, justement, puisque je tiens à la mécanique, j'oserais vous dire que pour ce qui me concerne, puisque vous m'avez invité en tant qu'élu, donc je ne vais pas faire un discours d'expert, bien évidemment, je serais déplacé et décalé, mais tout simplement ce que peut penser un élu, en l'occurrence régional. Moi, mon expérience me montre, et c'est ce que j'explique à chaque fois devant l'Assemblée régionale, que la finance, c'est une industrie. Au sens d'ailleurs originel, dans l'acception originelle du terme, c'est-à-dire avant le sens qui lui a été donné au XIXe siècle, le sens qui lui a été donné au moment de la Renaissance. Voilà. C'est donc une industrie au sens où, justement, elle est intimement imbriquée à l'économie réelle, elle participe
très directement de la création de richesses. Et on voit bien que par rapport aux filières productives, elle est complètement adossée à leur réussite, en quelque sorte. Donc, je pense en effet qu'une filière industrielle comme la finance qui sauve ou sauvegarde ou crée plusieurs dizaines de milliers d'emplois chaque année dans une région comme l'Île-de-France, même si l'Île-de-France, c'est environ 660 milliards d'euros de PIB, première région d'Europe sur le plan économique, c'est quand même quelque chose de tout à fait primordial. Et si on regarde les emplois, bien évidemment, plus de 120 000 en tant que tels, plus de 550 000, je crois, hein, si on compte. Bon, il y a des variations, c'est vrai dans les chiffres, mais enfin, en tout cas, entre 5 et 600 000 à l'échelle de la région, si je confonds les emplois directs et indirects, on voit bien que là, on a affaire à un véritable enjeu. Je le dis parce que, justement, ayant participé à cette journée, on est transporté dans une autre planète. Et que lorsqu'on est confronté aux choix politiques, moins pour le pôle que pour ce qui est de l'association qui joue pourtant un grand rôle, Paris Europlace, je vois tout ce qu'il faut faire comme effort de conviction. Et pourtant, je souligne auprès de mes collègues que Paris est une ville globale, comme on dit, est une ville mondiale. Et que si elle veut le rester, il est absolument essentiel, déterminant, décisif, indispensable qu'elle puisse s'appuyer sur un centre financier puissant, sur une place efficace. Et qu'à côté, comme d'ailleurs Jean-Hervé Lorenzi l'évoquait ce matin dans son intervention liminaire, et qu'à côté de Londres, à côté de Francfort, elle puisse cultiver sa singularité, renforcer son identité. Et si j'en crois justement tout ce que j'ai pu entendre dans la journée, tout simplement d'épanouir, dirais-je, les métiers de l'ingénierie financière. Voilà notre voie, notre originalité, en quelque sorte, même si elle est relative, par rapport aux autres places. Donc c'est un enjeu déterminant, et il est impératif, me semble-t-il, que les pouvoirs publics aient la volonté de défendre et la volonté de promouvoir cette filière. Or, en tant qu'élu politique, ayant assumé d'ailleurs plusieurs responsabilités de parlementaire national, de maire, enfin, etc., j'ai eu des expériences dans la vie, et notamment, bien sûr, récentes, qui me montrent que dans notre pays, eh bien, évidemment, entre parenthèses, le ministre de l'Économie et des Finances, en tout cas le ministre des Finances aujourd'hui, au sortir du comité monétaire, il va faire un petit laïus, ou en tout cas une phrase, plutôt discrète d'ailleurs, sur le système financier, le système bancaire, son rôle, sa place, etc. Mais au niveau des plus hautes autorités de l'État, aujourd'hui, hier, avant-hier, hein, ça ne date pas de la période contemporaine. Il n'y a pas ce que j'appelle une volonté politique de défense. Et si les pouvoirs publics ne le font pas bien, ou le font très insuffisamment, et vous comprenez bien que par rapport à tout ce qu'on a dit dans la journée, cela me semble essentiel, c'est que tout simplement ici et là, et il y a beaucoup plus de là que d'ici, il y a une représentation mentale plus ou moins erronée dans la tête, tout simplement, des politiques. Certes, plus dans un camp que dans l'autre, mais il y en a partout. Avec l'opinion, vous comprenez bien que l'opinion est en fond de scène. Dans ce vieux pays, d'abord chrétien, puis catholique, où l'État a créé la nation, bien sûr avec une aspiration irénique à la politique, hein, qui doit tout régler et tout résoudre, eh bien, on a une opinion publique qui a une considération
tout de même très mauvaise du système financier dans sa globalité, je parle, hein, avec des secteurs peut-être plus imprégnés que d'autres, mais incontestablement une opinion qui a une vision ou une image quasiment prédatrice. Alors c'est l'histoire de M. Martin. Enfin, on a vu de très nombreuses enquêtes. Quand on lui pose sa satisfaction auprès de son chargé de compte, ça va, il est content, généralement, c'est un bon pourcentage. Quand on lui pose la question sur son agence et sur sa banque propre, il est déjà plus critique. Et alors quand on lui pose la question sur, bien évidemment, le système bancaire, les banques en général, on voit bien ce qui est dit. Et lorsque les plus hautes autorités de l'État, parfois dans certaines circonstances, vont dans le même sens et vont dans le même flux, vous voyez le mal qui peut être fait, justement, par rapport à la nécessité de faire émerger un certain nombre de capacités et d'activités. Donc, moi, je l'ai souvent dit, et je le répète, je ne comprends pas pourquoi les fédérations, des assurances, des banques, les fédérations professionnelles, représentatives des intérêts de ces secteurs, n'ont pas l'objectif régulier, c'est-à-dire chaque année, enfin bref, c'est pas à moi, à concevoir une politique de marketing de ce point de vue, mais enfin, ce sont des gens extrêmement intelligents, sensés, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des campagnes fortes, répétées, organisées, qui puissent tout simplement faire évoluer la culture. Et pour reprendre, comment dirais-je, le concept de Gramsci, modifier profondément l'hégémonie culturelle dans ce pays. Car c'est un des facteurs, selon moi, d'explication des difficultés économiques. Donc, cela me semble d'autant plus pressant, d'autant plus prégnant que, comme cela a été souvent dit dans la journée, je n'insisterai pas longtemps, le système institutionnel est bousculé. Et ça, à l'échelle, bien évidemment, planétaire. Et les modèles innovants qui, pour un certain nombre d'entre eux d'ailleurs, vont concourir ou concourent à une désintermédiation renouvelée, pas tous, c'est vrai, mais un certain nombre d'entre eux répondent incontestablement à une déficience de l'offre, si j'ai bien compris. C'est d'ailleurs ce qui explique toujours l'émergence de nouveautés, hein, par rapport justement à ce que sont les demandes de celui que j'appellerais, non pas le client justement, mais l'utilisateur digital, dont on voit bien que les comportements sont en rupture très profonde par rapport à ceux du client traditionnel. Et donc cette rupture, selon moi, elle est au moins tout autant sociologique, culturelle que technique. Peut-être même beaucoup plus. Et ce processus, bon, il s'accélère, il s'amplifie, et d'une certaine façon, tant mieux, bien sûr. Mais ce n'est pas simplement dû aussi à l'efflorescence des fintechs. D'ailleurs, cette nécessité, bien sûr, des leaders de la place de pouvoir se connecter avec les fintechs peut être rapportée justement aux initiatives des GAFA, hein, notamment dans le domaine des paiements, des nouveaux offres de services, hein, qui contribuent et vont d'autant plus contribuer à bousculer les choses. Surtout que dans la transformation numérique rapportée au domaine financier, on voit bien qu'elle ne peut intrinsèquement, qu'encourager le phénomène oligopolistique. Et donc, ces données, que sont les données numériques, à mon avis, elles sont le facteur essentiel, bien sûr, de la production de valeur, de la production de valeur ajoutée. Donc, c'est un bouleversement avec, cela a été dit à plusieurs reprises, je n'ai pas besoin là aussi de le faire comprendre, avec donc ces signes encourageants, ces signes prometteurs, mais aussi ces questions, ces interpellations.
Et donc à la nécessité, en effet, parce qu'il ne faut pas rater le train, d'encourager, c'est un élu politique qui le dit, hein, d'encourager, et je le dirai tout autant dans d'autres cénacles, hein, moins à même de pouvoir me comprendre, parce que je crois qu'il faut effectivement faire bouger les choses. Donc pour créer de l'activité novatrice, créer de l'emploi et de l'emploi de qualité, en ne perdant pas, me semble-t-il, ce qu'est l'étoile polaire en la matière, et par rapport à laquelle on sait parfaitement que dans notre pays, il y a toujours eu une question de long terme qui a été posée, c'est qu'il y ait au bout du compte une meilleure allocation de l'épargne, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Donc, pour conclure, il faut féliciter, et se féliciter bien sûr, se féliciter d'abord, féliciter ensuite, le pôle Finance Innovation de s'être saisi, voilà maintenant un peu plus d'un an, hein, c'est ça, ma chère Joëlle et mon cher, même s'il n'est pas là, mon cher Jean-Hervé, de s'être saisi à bras le corps de cette question, de cette problématique, parce que tout simplement, elle est bien sûr primordiale, et que les fintechs, il faut les considérer d'abord ainsi, participent d'un dynamisme régional, et moi en tant qu'élu, c'est comme cela que je veux les voir, en élargissant les services, hein, en intensifiant l'innovation, comme cela a été dit, et tout simplement aussi en faisant bouger les choses, en incitant les leaders de la place à se dépasser. D'ailleurs, les interventions dans la dernière table ronde l'ont bien signifié. Donc, il faut en féliciter le pôle, parce que, tout simplement, évidemment, l'Île-de-France a des atouts remarquables. Mais dans la transposition concrète, le rôle du pôle, justement, son rôle collaboratif, de plateforme, d'identification, hein, d'accompagnement, permet de mettre plus d'ordre, incontestablement, dans ces atouts, et de les rendre, dans leur transposition, je répète, beaucoup plus efficaces. Donc, on ne peut que se réjouir de cela, parce qu'on voit là, progressivement, finalement, j'ai eu pas mal de questions sur le pôle il y a quelque temps. J'en ai beaucoup moins. Ce qui montre qu'il emprunte les bonnes voies. Parce que ce travail collaboratif, me semble-t-il, dans la période actuelle, vu les enjeux, vu les défis, me paraît primordial. Et donc la région, en effet, comme acteur économique dont le rôle va être confirmé par la loi, l'application de la loi, de réforme territoriale, et en tant qu'acteur d'ailleurs numérique, hein, dans la concrétisation du numérique à l'échelle de l'Île-de-France, eh bien, la région Île-de-France, qui a soutenu, qui soutient, continuera de soutenir le pôle au-delà des vicissitudes électorales. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs.